Bonjour à tous et bienvenue sur Keplan, épisode 3, nouveau son, nouveau setup. Non, c'est toujours le même setup, mais un son particulièrement exceptionnel. Je vous rappelle, Keplan, c'est votre rendez-vous mensuel sur les sports extrêmes, les offs sur YouTube, nos histoires aussi un peu honteuses parfois, mais pas toujours. On en tire toujours quelque chose de positif. Ici, ça partage et de bon cœur. Il se peut qu'au milieu de podcast, vous entendrez un croustillement abominable. C'est le bras articulé du GorillaPod qui nous gratifie de sons des enfers. Yo mon Clems, ouais, je sais que j'avais dit que je ferais les jingles cette semaine, mais j'étais occupé à faire grave du parapente là, du coup j'ai bricolé un truc vite teuf, ça fait genre Keplan, c'est Keplan, on est dans la boîte. Oh c'est pourri, putain, bon. Ça te va? Mais avant tout, comment ça va mes couillasses? En ce moment, j'appelle tout le monde mes couillasses, ma couille. Même mon fils de 10 mois, il a le droit à son petit macouille. Ouais, et je pense qu'il faut que j'arrête parce que il va me sortir un macouille bientôt et ça va être terrible. Première rubrique, les nouvelles du front. Ouais, pour le suivant, ça pourrait faire genre les nouvelles du front. Ooh, yeah. Bof, Arte, c'est la nuit. Parce que vous avez vu, on alterne avec un invité un mois sur deux. Donc là, on est de nouveau entre couilles, du coup, finalement, on reste dans la thématique. Et ouais, pas mal de choses se sont passées depuis l'épisode 1, on vous a raconté un peu ce qu'on était en train de faire. L'entraînement, parachutisme, skydive, etc., ça continue. Tout à fait. On s'est fait une petite session d'ailleurs au Portugal, première fois qu'on saute au Portugal. On a inauguré une sky zone, une drop zone. Une drop zone. Parce qu'il faut avoir un peu de respect pour le vocabulaire. Une drop zone, du coup, pas très loin de la maison. 1h30 quand même, c'est la plus proche, 1h45. Ouais. Bon, elle était un peu moins grosse que Séville, du coup, on a un peu plus attendu. On a pu faire que 3 sauts dans la journée. Avec une équipe du Qatar qui nous a bien enquiquiné aussi. Ouais, c'est-à-dire que les mecs, ils sont en stage d'hiver là-bas, du coup. On a vu ça aligne les billets, ouais. Ouais, voilà. Du coup, ils privatisent un peu le truc. Mais on ne se plaint pas, on a pu faire 3 sauts quand même, ce qui nous amène sur un total de 30 sauts, mec. Tout pile. On est plus trop puceau là, ça commence à être un nombre. Dans 20 sauts, on peut sauter sans la combi de débutant. Et tout nu également. Tout nu, dans 20 sauts, on a effectivement le choix de la tenue vestimentaire, donc que ce soit pas de tenue, une tenue, n'importe quelle tenue, mec. On fait ce qu'on veut. C'est pas mal. Ouais. Mais non, du coup, moi je suis très content parce que. Alors, je sais pas toi, moi, le premier saut, il était. Parce que du coup, le premier saut, on l'a fait chacun de notre côté. On était dans le même avion, mais on n'a pas sauté ensemble. On a sauté chacun notre tour. En vrai, moi, je me suis pas mal chié dessus parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas sauté. Ouais. Et j'ai eu cette pression où j'ai fait mes fameux practice pulls. Donc, tu répètes le mouvement pour aller choper ton extracteur pour avoir un peu en tête où ça se situe, de pas trop trouver très proche du sol. Merde, c'est où que je tire. Et en plus, il y avait toute une sorte de mer de nuages. Donc, en fait, tout le long, tu vois pas le sol parce que t'as les nuages. Oui, c'est vrai. D'un coup, tu passes à travers les nuages. Ça, j'ai kiffé de ouf. Ouais. Et quand t'as passé, il faut globalement ouvrir parce qu'on était à 3500 pieds et fallait ouvrir, tu vois. Mec, sur ce saut de Sky Zone, j'ai ultra kiffé. En fait, moi, pour le coup, moi j'ai eu peur. Hein. La peur, elle est totalement disparue, mais depuis, je dirais, genre 5-6 sauts, il n'y a vraiment plus aucune appréhension. Bon, juste, tu te fais bien check avant, histoire d'être sûr d'avoir ton pilot chute, l'IFO et compagnie, tu vois. Mais l'aspect appréhension est totalement disparu. Donc moi, je suis juste en mode, genre, le kiff de voler avec son corps dans l'air, tu vois. J'ai fait un petit practice pool pour trouver mon pilot chute également, tu vois. Donc le pilot chute, c'est l'extracteur qui vient, en fait, sortir ton parachute principal. Donc on appelle ça le pilot chute. Et quand on voit les mecs tirer le parachute, donc mettre la main dans le dos pour sortir le pilot chute, c'est ça, quoi. C'est tirer le parachute. Et donc, bref, c'était pour démocratiser un peu la pratique. Parce que là, en plus, en audio, peut-être que c'est un peu obscur. Le but du practice pool est de trouver bien sa poignée, quoi. Oui, parce que du coup, c'était forcément, on n'a pas encore notre matos, on loue, donc c'était une voile un peu différente. C'était on appelle ça un harnais, je sais pas exactement, un peu différent. Je crois que c'est ça. Tu vois, par exemple, la fameuse poignée qu'on tire, jusqu'à présent, c'était, je sais pas, un truc un peu rectangulaire. Là, c'était plus une boule. Donc, pareil, la sensation dans les mains, c'est pas la même. Et, entre deux boules. Non, mais c'est vrai. Et puis, tu vois, il suffit que le sac il soit mal réglé ou différemment. Et plutôt que ce soit vers la fesse, c'est peut-être plus vers la hanche. Donc, c'est bien de savoir où c'est. Ouais, non, mais du coup, moi, j'ai trop kiffé. J'ai traqué comme un gros bâtard. J'ai vu qu'il y avait un trou entre les nuages. Je passais dans le trou en traquant. Donc, en gros, en track, tu te mets en position d'Ironman et t'avances dans le ciel. Ouais. J'ai fait des spins, des backflips, tout ce que je savais faire, je l'ai fait. Ah ouais, non, moi, j'étais terrorisé. Moi, je regardais le sol qui se rapprochait. J'étais en mode, c'est un nouveau spot. J'ai pas mes repères. C'est différent. Pareil, nouveau matos. Donc, c'est pas moi qui l'ai plié. Donc, est-ce que ça va bien s'ouvrir? Enfin, tu sais, je commençais à avoir toutes les questions. Et par contre, du coup, dès le deuxième saut, et je crois qu'on l'a fait tout de suite ensemble, en plus, on a sauté en même temps. On s'est jeté de l'avion, mec. Et là, mon gars, c'était un saut. Pour moi, c'était un de mes meilleurs sauts, je pense, largement, quoi. Bah oui, parce qu'on était que tous les deux pour la première fois à se jeter de l'avion. Oui, et du coup, on m'a voulu juste accrocher par les mains, je crois, de mémoire. Ouais, on se tenait chacun aux épaules.
et on a basculé sur le côté en mode tonneau, quoi. Exactement. Et c'était trop drôle, quoi. C'était hyper rigolo, et puis on a fini par spin, et en fait, avec la force centrifuge, ça t'éclate dans tous les sens. Mais on a fini par se retrouver en l'air. On s'est rechecké, et après on s'est séparés à la bonne altitude, donc on a traqué chacun dans son coin en mode Ironman. Pour expliquer aux gens, en fait, c'est un problème dans beaucoup de sports, c'est qu'on a une grosse différence de poids, Paul et moi. Je suis à 70, t'es presque à 100, donc il y a presque 30 kilos de différence. Je chute beaucoup plus vite, les amis, je reste moins longtemps en l'air. Et ça se voit pas trop, à la limite, dans l'escalade, dans le parapente, c'est pas trop flagrant, mais c'est vrai qu'en chute libre, tu tombes 100 fois plus vite que moi. Et donc toi, ton objectif, c'est de te mettre le plus gros possible pour avoir le plus de surface possible et te ralentir. Exemple. Tandis que moi, je fais une toute petite boule compacte pour essayer d'avoir le moins de frottement sur l'air et de pouvoir comme ça chuter beaucoup plus vite. Et du coup, tous les deux, on doit avoir un peu ces postures étranges pour essayer de se rejoindre. Et là, on l'a plutôt bien réussi. Mais carrément. Et puis, on pourra aussi par la suite adapter ça avec des vêtements un peu différents, plus amples. Et du coup, tu ralentis ta vitesse de chute. Des toits plus slick, moulants, tectoniques, presque, tu vois. Je vais devoir mettre un collant lycra pour fendre l'air. T'es obligé, mec. En fait, c'est juste si on veut pouvoir sauter ensemble, il faut que tu sois en lycra, rose de licorne, machin. Et puis pour clore ce petit chapitre skydive là, le premier saut, toi comme moi, on s'est posé à perpète, vent de travers de cul parce que on nous a obligés à aller dans une zone pour débutants et le vent avait changé, mais on s'est dit vas-y, on respecte ce qu'on nous a dit pour pas faire les fous. On fait les bons élèves parce qu'on vient d'arriver. Mais on savait clairement que c'est une mauvaise idée. Et du coup, clairement, moi j'ai posé à moitié vent de cul pour respecter la consigne, tu vois. Bon, c'est pas trop grave. Et du coup, c'est vrai qu'on était en bordure de zone. On était à perpète, ouais. Moi, à un moment, j'ai cru que j'allais pas passer le grillage avec le barbelé, j'ai limite serré un peu les fesses. Et par contre, du coup, dès le deuxième saut qu'on a fait, à chaque fois on a fait des athéros, mais genre au poil de cul près, quoi. À 1 mètre près, on était là où il fallait être, quoi. On a fait un petit selfie parce que franchement, c'était un bon souvenir. Ce qui nous amène au deuxième truc qu'on charbonne en ce moment. Et j'en profite, tant qu'on est là, que ceux qui nous écoutent en audio, vous avez la même version de ce podcast sur YouTube, en vidéo. Donc, dès qu'on vous parle de saut, on va parler aussi de compétition moto, il y aura évidemment des petits extraits. C'est le principe d'avoir la vidéo sur YouTube, c'est d'avoir des petits trucs en plus. Donc parce qu'en gros, pour vous refaire un peu un rétro-planning, un calendrier de ce qui arrive, l'objectif Dakar est en 2026. Mais 2026, ça va être dans genre 18 mois. Et ça arrive demain parce qu'il y a des trucs anticipés. Tu peux pas, le jour de la compétition du Dakar, arriver salut, machin. Déjà, faut que tu achètes ta moto genre presque 1 an avant. Tu as des rallyes qualificatifs à faire. Et donc, en fait, quand tu fais le rétro-planning de ce projet Dakar, la prochaine étape pour nous, c'est le rallye du Maroc en octobre. Seulement, il faut être prêt. Déjà, il faut avoir une moto qu'on aura préparée pour ça. Il faut être prêt en termes de navigation. Donc, en gros, on fait plusieurs stages pour pouvoir apprendre ça. Et donc, explique-leur en quelques mots, c'est quoi la navigation ? Genre, ça, concrètement, c'est quoi de la navigation en moto ? Alors, en gros, pour vous expliquer le truc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en gros, donc, le Dakar, c'est un rallye. Ça veut dire que tu pars d'un point et tu arrives à un autre point. C'est pas une course de motocross où tu tournes en rond. Donc, en gros, il y a plusieurs étapes dans le désert. Une étape, c'est un bivouac qui se pose quelque part où tu pars le matin. Tout le bivouac, donc toute l'organisation du rallye, va dans la journée à l'autre point de bivouac. Et toi, donc, tu as des épreuves de liaison et des épreuves de spécial où tu es chronométré. T'as pas de GPS, évidemment, ce serait trop simple. C'est pas Google Maps. T'as pas un petit Waze qui te dit attention à contrôle de police. Non, en gros, là, ce que tu as, c'est un roadbook papier, donc une sorte de parchemin, en fait, que tu déroules toi-même en fonction des kilomètres. En roulant. Pour optimiser. Exactement, avec le genre d'indication. Alors, cap au nord, et puis à gauche du palmier, il y a une oasis. Pas la première, mais la deuxième. Ouais. Tu vois. Mais c'est littéralement ça, les instructions. C'est que c'est vraiment la carte au trésor, quoi. Attention, il y a des cailloux derrière la grosse dune, c'est à gauche. Et donc, si tu te chies dessus, enfin, si tu te trompes de route, mais tu peux te perdre. Et tu peux te perdre. Et surtout que tu peux prendre à gauche trop tôt. Et puis, par malchance, tu as un palmier qui correspond à l'indication du palmier d'après. Tu te retrouves à partir et à perdre 2 heures, quoi. Tu cumules les erreurs. Du coup, il faut non seulement apprendre à bien rouler, mais il faut aussi apprendre à bien naviguer. Et les mecs qui sont vraiment balèzes, en fait, ils arrivent à rouler à des vitesses genre folles, genre 180, tu vois, dans les pistes, en naviguant, sans se tromper. Et c'est ça qui fait que les mecs sont des brutes. Et donc... et qu'on n'aura jamais ce niveau-là. Non, voilà, clairement. Donc nous, clairement... 30 km/h. On sera plus sur...
suivre les traces, mais il faut quand même qu'on sache naviguer au cas où on est perdu. Enfin, même, tu vois, pour l'expérience, il faut savoir naviguer. Mais il faut également savoir rouler. Donc, en gros, là, c'est un peu les derniers moments qu'on a pour être sûr qu'on sait bien rouler et se lancer dans du rallye. Parce que faut pas se cacher que financièrement, c'est beaucoup d'investissement juste pour participer, en fait. Et c'est le même prix que tu réussisses ou que tu réussisses pas, ça te coûte la même chose. Et donc, si tu veux, il faut pas y aller pour faire le peintre. Il faut y aller préparer, que ce soit en termes de nav, du coup, et en termes capacité de roulage, de pilotage. Et donc, là, on a quelques compétitions qui nous permettent de finaliser un peu tout ce qu'on a à apprendre. Là, on a couru une enduro, on en a encore une autre. Et ensuite une course de Baja. Donc vous avez vu que j'ai dit Baja et pas Baja, hein, c'est bon, je suis plus un noob. Moi ça me saute de dire Baja, ça m'agresse la bouche. Moi je veux dire Baja. À la française, tu vois, Baja. Après il y aura un stage avec Benjamin Melot que tu avais recommandé sur 2 épisodes plus tôt du podcast. Donc c'est trop bien, on fait les connexions. Il y aura un stage peut-être avec Luc Alphand et Cyril Després, et on ira rouler également avec Camille Chapelière. Athlète Red Bull. Oui, tout ça c'est Athlète Red Bull. Et donc là c'était l'enduro. Donc l'enduro c'est une forme de compétition où en gros il y a 3 spéciales. Et en termes de parcours, c'est quelque chose d'assez montagneux avec pas mal de single track, donc des petits chemins, des rochers. Et pour expliquer, c'est technique, mais il faut quand même mettre de la vitesse. Pour être sûr que tout le monde comprenne. On parle de compétition moto, donc ça a 2 roues. Oui. C'est lui qui déconstruit vraiment. En fait, c'est tout déconstruire, quoi. Et non, l'idée c'est que c'est globalement, on va dire, un grand tour d'une 50aine de kilomètres. 50 bornes, ouais, sur celle-là. Balade, mais quand même technique, parce que vu que c'est de l'enduro, t'es dans des tout petits chemins où d'habitude, c'est peut-être des promeneurs qui y passent, et même parfois les promeneurs ne peuvent pas passer, il n'y a qu'un engin type moto qui peut passer. Oui, t'as des montées qui sont tellement galères à pied en termes d'adhérence que c'est beaucoup plus facile en moto. Et du coup, les fameuses spéciales, en fait, sur cette balade, il y a juste une zone qui dure 2 minutes, on va dire en moyenne. Entre 2 et 10. Et donc, t'as un mec au début, un mec à la fin de cette petite portion, et là, t'es chronométré, et c'est ça qui fait ton classement. Donc, en fait, la période de liaison est là pour te fatiguer, parce que c'est un sport d'endurance, et du coup, tu dois tout donner spécial. Moi, en tout cas... Moi, je suis fatigué tout le temps. J'ai roulé aussi vite dans les liaisons que dans les spéciales. Alors, c'est pas productif en termes de classement. Comme nous, le but, c'était vraiment rouler. J'ai mis beaucoup plus de gaz en liaison, j'ai mis autant de gaz en liaison qu'en spécial. J'étais pas mal rapide au tour, donc j'arrivais parfois avec un peu d'avance. On a fait les bolos parce qu'on avait oublié les montres, du coup regarder sur le téléphone ça fait perdre du temps également. Il faut déséquiper le sac et tout. Donc voilà, on va optimiser ça pour la prochaine qui est mi-avril, et on sera peut-être rejoint par un copain français en train d'organiser tout ça. L'assistance sera faite par notre pote Jack que vous connaissez sûrement, et puis voilà, et puis après il y aura une Baja. Pourquoi les compétitions enduro? Parce qu'il faut se dire qu'en fait, la difficulté technique de l'enduro, c'est beaucoup plus supérieur avec ce qu'on devrait goûter au Dakar. Le Dakar est plus roulant, c'est moins de la technicité pure à passer par-dessus des bûches, des arbres tombés ou j'en sais rien. En fait, il y a plusieurs trucs à ça. C'est que déjà, en fait, si tu es très bon techniquement, et quand tu es dans ta zone de confort, tu roules d'autant plus vite. Et en fait, la compétition, moi, ce que j'expliquais à Paul, c'est que... Moi, ce que j'aime bien avec la compétition, c'est que ça te met dans un état d'esprit que tu peux pas retrouver à l'entraînement. Même si à l'entraînement, tu te mets des contraintes, tu te dis, vas-y, aujourd'hui, je fais ça, je me laisse pas tomber ou peu importe. Jamais tu retrouveras la puissance d'une compétition ou le fait que y a toute une organisation, que t'es chronométré, qu'il y a des mecs qui te checkent et tout, que t'es des concurrents aussi qui te dépassent, qui te mettent la pression, qui t'imposent des contraintes que t'auras pas quand t'es tout seul. Tout ça, ça te fait progresser vachement vite. Et moi, je vois que à chaque compétition, je fais des résultats de merde parce que je suis pas très fort, mais par contre je vois que la marge de progression entre un gros training à la maison et une compétition, la marge de progression pour moi elle est x5, donc c'est hyper intéressant en fait. Ça a rien à voir, et puis notamment sur du franchissement ou sur des grosses descentes, des grosses montées, là où l'entraînement t'aurais pu réfléchir, t'aurais pu dire je sais pas si j'y vais machin, là je roulais un peu derrière ton moment, je mettrai les images, mais et j'ai vu que tu te jetais quand même dans des trucs où à l'entraînement t'aurais été mec je sais pas, je l'aurais jamais fait, si je tombe quand même c'est relou. En fait bon là si vous êtes sur YouTube vous avez les extraits donc je vous invite à aller voir. Ah mon dos. Chaque fois que je lance cette cam, c'est pour me la coller.
En GoPro, dites-vous que ça rend jamais aussi bien qu'en vrai. Ça rend même 10 fois moins dur que la réalité. T'as l'impression que tu traînes la tub, qu'il n'y a pas de pente. Ouais. Mais là, dites-vous en fait que déjà la moto, elle pèse une centaine de kilos pratiquement, tu vois. Donc pour moi, la moto est plus lourde que moi. Donc déjà, quand je tombe et que je la relève, c'est un enfer. Et là, en fait, tu vas te jeter dans une pente qui est presque à 90 degrés avec de la caillasse. Donc à tout moment, ça bloque ta roue et tu passes par-dessus. D'ailleurs, je me suis pris les ronces, je vous mets l'extrait. Ça rend en vrai, mais dans la réalité, je me suis fumé le dos et je me suis défoncé. Et d'une manière générale, peut-être je sais pas à quel point je vais monter ce podcast, mais je vous mettrai un peu un best-of de toutes mes chutes parce que les rares fois où je filmais, à chaque fois, je me la collais. Ouais. Et Tu mettras un best-of de tous mes beaux gosses ? Non. Parce que j'ai vécu plein d'actions qui de l'intérieur étaient genre hyper satisfaisantes et qui sûrement filmées en GoPro sont genre ouais ok bof. Ouais, alors qu'en vrai j'étais en mode ouh là là, c'est vachement agréable ça. Et ouais, on s'est bien fumé, parce que dites-vous que là, à l'heure où on enregistre ça, ça fait à peu près une semaine qu'on a fait la compétition. J'ai tapé une grosse chute qui rend rien en vidéo, mais je vous la mets quand même, et je me suis démonté. Pété la gueule, d'où le titre d'ailleurs. Et j'ai la moitié de ma cuisse là qui est jaune cacadois. Je boite encore aujourd'hui en marchant. C'est un réception de saut, t'as été projeté. Non, j'ai réception, zigzag et cabou. J'ai vraiment eu peur, je me suis dit au début, est-ce que je me suis pété un truc ? Parce que vraiment, je sentais plus ma jambe et je me suis démonté. Ouais, mais dis-toi que j'ai eu peur aussi, parce qu'en gros, on se suivait sur des sauts, je passais devant et je fais les 2 sauts qu'il y a, c'était quand même des bons sauts. Et du coup, on se suivait, et effectivement, genre moi, je te vois pas arriver pendant 5-10 minutes et je savais que juste avant, il y avait des sauts, et j'étais en mode, j'espère que c'est pas mis une cabane de l'espace. Et j'arrive et je te vois genre assis par terre, la moto loin, je suis, non. Et non, en fait, ça va. Ouais, non, ça allait. Mais là, j'ai un... Enfin, en fait, en gros, je me suis pris la béquille de ma life. Il faut savoir que sur les motos, et après on arrête avec les motos, je sais qu'il y a des gens, ça les intéresse pas du tout. Mec, mais sur les motos, tu as des cale-pieds sur lesquels tu es debout avec tes bottes. Et ces cale-pieds sont métalliques avec des picots métalliques. Pour être sûr que tu restes sur les cale-pieds. C'est ça, en fait, ta botte s'enfonce avec le caoutchouc dans le cale-pied, ce qui fait que tu tiens bien dessus, tu as une bonne adhérence. Mais si t'as pas ça avec la surface, tu te fais dégager. Ouais. Hein. Sauf que le cale-pied avec les picots métalliques, quand il rentre dans ta cuisse, et là, ça fait beaucoup de dégâts et c'est ce qui m'est arrivé. Et en plus, c'est traître parce que c'est pile entre la genouillère et la protection caleçon là. Ouais. C'est pile la zone non protégée. Et à chaque fois, moi, toutes mes blessures, c'est quand je tombe sur les peu de surfaces de peau qui sont pas protégées malgré les protections. Et du coup, t'imagines, tu roulais sans équipement. Mais moi, c'est ce qui m'est arrivé au Touquet. C'est exact. On a fait la même chute au Touquet et malgré la genouillère, ça a tapé dans la genouillère et ça m'a quand même séché la bûche, quoi, la jambe. Faisons un point sur la dernière sortie YouTube, mec. J'ai envie de te poser une question. C'est quoi les bails ? C'est quoi les Baïkonour? Incroyable jeu de mots transitionnel, c'est fou. Il m'avait dit de pas le faire. Qu'est-ce qui s'est passé sur YouTube depuis la dernière fois? Effectivement, le fameux film sur Baïkonour est enfin sorti sous forme de 3 épisodes. Épisodes légèrement remontés, etc. Donc, si vous voulez nous soutenir, vous avez le film complet. Sinon, vous avez la version gratuite où il y a globalement toute l'aventure quand même sur YouTube. Un an de délai par rapport au tournage. Là, je viens de voir, j'ai mis février 2023 sur la dernière vidéo qui vient de sortir où je vole avec mon chien en parapente. C'est incroyable à le voir. Qui fait son autopromo. Elle est cool cette vidéo, j'aime bien. Non, on est dans le bilan des sorties, c'est très bon. Et donc, le film de Baïkonour qui sort 1 an après le tournage. Et c'est rigolo parce que cette année, mec, elle est passée tellement vite. C'est un truc de fou. Mais très content de la sortie du film. Vos retours d'ailleurs exceptionnels. Merci vraiment pour tous les commentaires. Vous étiez ultra emballés. Le truc qui est revenu très souvent, c'est je comprends pas que vous n'ayez pas le million avec cette qualité. Donc merci. Et c'est vrai que putain, toujours 800 000 depuis des années. Là, je sais pas pourquoi on plafonne comme ça. Et tu me disais, moi après le million, j'arrête. J'arrête YouTube, mec. Non, mais c'est vrai que c'est du charbon depuis tant d'années et on n'est toujours pas récompensé par ce chiffre symbolique. C'est clair, après, il ne faut pas faire les princesses parce qu'il y en a plein qui charbonnent dans l'ombre et qui n'ont pas la moitié. Mais quand on voit l'investissement psychique, physique... Ouais, puis c'est pas comme si on avait fait une pause. Genre, depuis 4-5 ans, il n'y a pas une pause. Les pauses maximum, c'était 1 mois et demi l'été, tu vois. Ouais. Il y a des vidéos toutes les semaines. Et c'était plus en perspective de l'objectif des 2 millions d'abonnés sautés de la Tour Eiffel en base jump, donc avec un parachute. Je me dis, mais 2 millions, en fait, on aura 50 ans, donc tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, 50 ans. Et sauter un base jump la Tour Eiffel. Alors oui, déjà, mais surtout pense au nombre de vidéos. Genre, t'as 50 balais. Ça en fait des photos et des conneries. 25 ans plus tard, mec, t'imagines toute cette mine d'or de contenu qu'on aurait pu créer. J'espère juste que nos vidéos, elles vont bien vieillir, tu vois. Je pensais à... En vrai, ça va. Hein. Ouais. Non, mais genre,
à l'échelle de 20 ans. Tu vois, genre tu montres ça à ton gamin plus tard quand il est en âge de kiffer maintenant. Moi j'assume absolument 4000% de tout ce qu'on a fait, tu vois, il y a pas un truc où je me dis c'est un peu la honte ou ça c'était vraiment pour gratter des vues, genre jamais, tu vois. Non, bien sûr. Et c'est toujours pour gratter des vues. Je pense que ça aura vieilli dans le sens où juste dans le rendu et dans la manière dont c'est storytellé, t'es en mode ça c'était le YouTube de 2020 ou le YouTube de 2024. Ouais, peut-être, mais du coup ça aura ce côté un peu archive. Ouais. Mais du coup c'est quoi le critère pour mal vieillir, mec? Je sais pas, je pense tu vois les gars qui font de l'humour généraliste sur YouTube, enfin tous les gars qui marchent très bien. Tu sais, il y a un humour d'internet avec des mèmes ou tu vois par exemple Squeezie maintenant de plus en plus il met des bruitages dans ses vidéos, tu sais des rires rajoutés un peu comme les vieilles séries à l'ancienne années 2000, tu vois. Et donc ça date. Genre des rires rajoutés ou des claps ou beaucoup d'effets sonores sur des effets spéciaux. Okay. Et je pense que ça typiquement dans 15-20 ans ça aura une esthétique de c'est les séries qu'on voyait sur telle chaîne, enfin tu vois on a même ce même feeling, tu vois, donc je pense que moi j'ai super hâte de voir comment le contenu et sa consommation, les plateformes évoluent, parce qu'il y a tellement de perspectives d'avenir folles avec ces casques connectés. Bon, on va pas s'étendre sur le sujet, mais c'est vrai que tu vois, l'avenir d'un point de vue créatif en termes de contenu est intéressant. Non, c'est clair. Ouais. Du coup, on a un peu digressé. On voulait juste en revenir sur le fait que... non, surtout vos retours, abonnez-vous. C'était vraiment cool. Et sur le podcast, mettez les 5 étoiles, c'est très important bien sûr. Pour le référencement de ce podcast. D'ailleurs, j'en profite, petit aparté publicité. Le podcast est évidemment dispo sur Spotify, Deezer, Apple Music ou podcast, je sais plus comment ça s'appelle. Petite parenthèse pour Deezer, ça pue du cul parce que Deezer tu peux pas uploader, ils se servent du flux RSS de Spotify pour mettre le podcast sur Deezer. Voilà, du coup nous on n'a aucun moyen de faire quelque chose sur le podcast, et je sais que l'épisode 2 n'est jamais paru sur Deezer. Sérieux ? Et j'ai aucun moyen de forcer ça manuellement, donc s'il n'y a pas l'épisode sur Deezer, c'est pas de notre faute, c'est la plateforme qui est bizarre. Donc allez sur Spotify ou sur YouTube, vous avez la vidéo directement et des extraits de ce qu'on raconte. Donc voilà, c'était l'aparté. Et pour finir sur Baïkonour, donc que des bons retours. Encore 10 milliards de trucs de pourquoi vous avez une lumière rouge. C'est pas faute de l'avoir expliqué 100 000 fois. Et je pense qu'on va faire un short qui explique ce truc-là. Mec, je crois qu'on est maudit en termes de short. Genre, de 3 derniers shorts, tu les as pas passés en non répertorié. Je les ai retirés parce que c'était trop la honte d'avoir un short à 30 000 vues, mec. À côté de ceux à 1 million, oui, c'est sûr que... Non, mais en fait, c'est vrai que le truc, c'est que je crois que les shorts réchauffés avec des extraits de vidéos, ça marche app. Il faut que ce soit des shorts, genre, du coup, inédits, avec un truc qui aurait pas eu sa place sur une vidéo longue. Vous l'avez pas vu tellement c'était nul. Alors que pourtant, j'ai fait des blagues incroyables. J'aimerais bien que tu mettes un extrait dans le podcast de ma blague du Oula Oula, par exemple, tu vois. Et tu connais le Oula Oula, c'est un oiseau avec de toutes petites pattes mais d'énormes couilles. Du coup, quand il va se poser, il crie Oula Oula Oula. Alors lui et moi, on a un lien de parenté, je dirais pas lequel. On a eu d'autres questions, mec, à Baïkonour, des questions qui méritent leur réponse. Les gens sont curieux. Mais le problème, c'est que pour moi, c'est des questions qui n'ont pas lieu d'être. Il y a des questions sur le caca, genre, et ça, c'est ouf parce que c'est une question qui revient à chaque fois que c'est une expédition qui se passe sur plusieurs jours. On a eu les questions sur Tchernobyl, on a eu la même question sur la mine de Soledar en Ukraine. Et la question à Baïkonour de comment vous faites caca quand vous faites une expédition sur 3, 4, 5, 6 jours. Donc en fait, l'angoisse est plus celle de chier ailleurs que dans les toilettes, quoi, en gros. Faire caca dehors. Ouais, enfin, en fait, les gens pensent qu'on ne fait pas nos besoins. Et pareil, sur les campings illégaux, typiquement l'éolienne, il y a eu cette question de mais comment vous faites vos besoins ? Alors que ça, typiquement, c'est une nuit, donc on parle de 8 heures de tournage. J'ai une question à te poser. J'ai pissé du haut de la grue de l'éolienne ou pas ? Non, en fait, justement, la réponse, c'est en fait, tu prends tes précautions. Donc, on a pissé en bas de l'éolienne dans le champ quand on allait grimper. Non, attends, je crois pas. Je crois que j'ai pissé du haut de l'éolienne, moi. Je suis pas sûr, parce que tu t'es pas mis au bord du bord. Ah, putain, je sais plus. Mais bon, il y a quand même des situations où Mais oui, ça m'est déjà arrivé de pisser en haut d'une grue, parce que voilà. Oh, le bâtard. Ça m'est déjà arrivé, tu vois. Ok. Et du coup, sur tu vois, Baïkonour, Tcherno et tout, les gens se posent la question, mais en fait, il y a un commentaire, je crois que j'ai répondu très premier degré de tu trouves une petite salle un peu discrète pour pas te faire choper par les gardes, tu trouves un coin qui va déranger personne, idéalement, si c'est dehors, c'est mieux, si t'as pas le choix de faire dedans, tu trouves un endroit qui va pas gêner des gens. Et en fait, des gens s'étaient mis d'accord sur dans quelle salle on va faire la grosse commission. Et, une salle de serveur un peu connue qui sert de... je sais pas si c'est connu, mais en gros, c'était juste à côté de notre planque. Ouais. Il y avait pas mal de espèces de panneaux de laine de verre qui étaient effondrés du toit. Donc du coup,
Quand tu fais tes besoins là-dedans, comme un chat qui va enterrer son histoire, au moins ça gêne personne, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de truc bizarre. Et puis juste, tu fais tes besoins, tu te torches les fesses avec un mouchoir, un peu d'eau, ce que tu peux, quoi. Et puis basta, enfin, c'est aussi simple que ça, tu vois. Tu sais que vraiment, d'un point de vue physique, moi, je préfère dehors que dans les toilettes. C'est-à-dire que je trouve le full squat est tellement plus... Moi, je fais que des perfects en full squat. Hein. Ouais, voilà. Enfin, en fait, moi, tu vois, on pourra même... Ce qui nous amène à l'anecdote suivante. L'anecdote qui est incroyable. Est-ce que ce serait pas l'anecdote du sale, du coup? L'anecdote qui est très très sale. Littéralement. Et là, ta partie préf, ça ferait la minute du sale. Oh yeah. En fait, on s'est dit que ces questions en commentaire a été une rubrique spéciale dans le podcast qui s'intitulera Nos meilleurs caca. Donc, que ce soit Tchernobyl, peut-être. Nos pires. Le pire des meilleurs. Parce que moi, j'ai des histoires qui sont terribles. Je sais pas si on les raconte là, mais elles sont terribles. Elles sont vraiment terribles. Après, en vrai, en expédition, ça s'est toujours bien passé. Le meilleur caca d'expé. D'une manière générale, même à Tcherno. Non, peut-être Tcherno, moi j'étais constipé. Je crois que j'ai pas fait caca. Tchernobyl, je suis certain que je n'ai pas chié non plus. Et dès la seconde où on a quitté la zone et qu'on s'est retrouvé à Kiev, j'ai eu d'un coup une poussée, tu vois. Bien sûr, ouais. Et j'ai dû courir dans le premier resto que j'ai trouvé pour... J'espère qu'aucun des gens qui écoutent ce podcast ne sont dégoûtés par la matière fécale d'une quelque manière. Parce que là, ils ont déjà sûrement quitté cette, c'est possible. cette diffusion. Ton meilleur caca? Je sais pas ce que c'est. Ton caca le plus honteux, entre guillemets. Ou alors le caca le plus compliqué. Le plus honteux, moi j'en ai un qui est dans le Hall of Fame all time, tu vois. Ah, ok. Mais tu le connais, c'était quelle année? C'était 2000. Je connais ton caca. Tu le connais celui-là, tu le connais, c'est la fameuse histoire d'Amsterdam, c'est le caca d'Amsterdam. Ce serait pas une rubrique, genre le caca d'Amsterdam? Attends, je peux commencer ton histoire, mec, et tu l'as fini. Si tu veux. On s'entraîne sur un spot. Dans le cas d'un tour d'Europe, on se retrouve à Amsterdam pour faire du parcours. Exactement, on s'entraîne sur un spot, et là, d'un coup, je te vois un peu palo, dérangé, qui tourne sur toi-même, et d'un coup, tu pars en courant. Et tu reviens quelques heures après avec cette histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un système digestif très rapide. Vraiment, les gens sont ravis. S'il y a un truc qui n'est pas frais, qui n'est pas bon ou que je ne digère pas, par exemple tout ce qui est produits laitiers, je ne digère pas, dans les 5 minutes, une fois que j'ai mangé ce truc-là, il faut que ça sorte, tu vois. Et du coup, on est à Amsterdam et je sais plus ce qu'on a bouffé, genre peut-être des sandwichs de merde, un truc à la con qui devait être pas super frais. Et je l'ai pas digéré. Et donc je suis sur le spot et je suis en mode c'est en train de venir et c'est chaud. Et en fait, on était ultra loin de la maison où on était, tu vois. Ouais. Il n'y avait pas spécialement de toilette publique et tout. Donc je demande aux gars avec qui on s'entraînait. Et ils me disent, à 10 minutes de marche, là, t'as une gare de banlieue et t'as des toilettes dans la gare. Donc je fais, vas-y, chouette. Donc j'y vais, je marche. C'était pas 10 minutes, c'était plus 18-20 minutes déjà pour y aller, tu vois. Et à mesure que je me rapproche de l'endroit, vraiment, c'est en mode putain, faut vraiment que j'aille aux toilettes. Genre vraiment. Je pense que les gens compatissent, mec. Mais c'est pas un caca dehors, ça? Non, mais c'est parce que oui, c'est pas un caca dehors, mais c'est le pire caca ever possible. Enfin, tu vas voir. Et j'arrive à l'endroit et je vois qu'il y a un tourniquet qu'il faut payer. Et je suis en mode putain, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Et je me dis, vas-y, je fais du parcours, je vais passer par-dessus, il n'y a pas de galère. Et là, t'as une meuf, donc une dame pipi, qui check. Et j'essaie de négocier avec elle dans un angle approximatif, parce qu'à ce moment-là, je crois que j'ai genre 18 ans, 19 ans, tu vois. Et en mode, non, t'as pas 2 €, tu vas pas aux toilettes. Et je suis en mode, c'est chaud. Et j'étais pas transgressif. Dude, you can explode. Et j'étais pas transgressif à cette époque-là, donc je fais, j'ai pas le choix. Et le truc, c'est que c'était tellement piéton dans tous les sens qu'il n'y avait pas genre un bosquet caché. C'était forcément cramé si je faisais dehors, donc j'avais pas le choix. Du coup, je rentre jusqu'au spot où on était pour aller demander 2 balles à je sais plus qui était là, quelqu'un qui pouvait me dépanner 2 €. D'accord, ok. Et en fait, déjà pour aller au spot, je commence à serrer les fesses et tu sais, comme le cliché, vraiment je marchais en mode canard parce que c'était chaud, tu vois. C'est terrible, les gens compatissent. Et au moment où j'ai mes 2 €, je sais que j'ai de nouveau 20 minutes et là je suis à la limite d'exploser. Et c'est la première fois de ma vie où tellement je me retiens, je commence à transpirer énormément du visage, tellement je donnais tout pour retenir. Moi, ça m'arrive souvent. Ah ouais. Et donc j'arrive dans ces fameuses... Bon, je vous fais rapide, mais j'arrive dans ces fameuses toilettes. Je n'assume pas ton histoire. Je prépare mon trône, parce que c'est toilette publique, donc forcément 15 couches de PQ pour pouvoir m'asseoir sur un endroit propre, tu vois. Vous aussi, vous faites ça? Je baisse mon pantalon. Et au moment, en fait, de m'asseoir sur les toilettes, je pense que j'ai eu une demi-seconde de relâchement, en mode, c'est bon, délivrant, je vais pouvoir faire mon affaire. En me baissant pour m'asseoir, je chie. Et vu que j'étais malade et que c'était retenu de ouf et qu'il y avait beaucoup de pression,
Ça envoie tout sur le mur derrière moi. Sur le mur, t'as pas de race. Mais c'était vraiment un cliché de dessin animé de l'explosion avec le truc qui coulait sur le mur derrière moi. Ah, t'as pas de race. Je mets des lunettes parce que j'assume pas ton histoire. J'assume pas de faire ce podcast avec toi là actuellement. J'ai des lunettes pour me cacher. Mais en plus, c'est trop long cette histoire. Mais elle est super longue ton histoire avec tout ça pour ça, t'as chié sur un mur. Et bref, mais surtout que du coup, après, je chie parce qu'il faut vraiment que je chie pendant que ça coule derrière moi et que je suis en mode machin. Et je vous fais vite, mais après, j'ai dû éponger parce que je pouvais pas me barrer comme ça en mode feu, tu vois. Et j'ai dû éponger pendant 20-30 minutes avec du papier et j'étais honteux, j'étais trop plein de honte. Et vu que ça faisait pratiquement 1 heure entre faire mon histoire et nettoyer mon histoire, et bah du coup la dame pipi commence à s'inquiéter, commence à toquer à ma porte alors que j'étais en train d'éponger, tu vois. Faut pas faire ça. Et je crois que c'est une des plus grosses hontes de ma vie et je fais vas-y, plus jamais je vais à Amsterdam et je suis jamais retourné depuis. Écoute, moi c'est une histoire de honte que j'ai également à partager, mais en fait je suis dépourvu de ce sentiment. C'est-à-dire quand il m'arrive un truc honteux, ça me fait plus rigoler. Je sais pas vous, mais moi je peux pas être honteux. Mais toi, t'as une faculté à t'en battre les couilles de tout, assez ouf. Ça me fait rigoler plus qu'autre chose. Et donc, en gros, pour vous recontextualiser, on est en route pour aller déjeuner avec des potes de ma meuf dans un petit resto de plage un peu chicos dans le sud du Portugal, vers Comporta. Et on est avec le Klebs qu'il faut également sortir pour qu'il fasse ses besoins. Le Klebs, le chien, pas le Clems. Le Klebs. Et donc, bref, celui qui a 4 pattes et des poils, il nous fait signe que c'est l'heure. Donc, on sort de la bagnole. Et en fait, pour moi aussi, c'était l'heure. Donc, je suis obligé de m'arrêter. Et donc là, chic, je vais les toilettes. Mais non, elles sont fermées. Parce que, je sais pas, c'est hors saison. Et puis, qui ferme des toilettes d'un bar de plage ? Oui, c'est les toilettes de dehors en plus. Ouais, c'est scandaleux parce que ça te donne beaucoup d'espoir. Et puis, d'un coup, t'es super déçu. Et donc, je fais, ok, les bâtards, c'est pas grave, je vais chier derrière, tu vois. Et donc, du coup, dans le sable, dans l'espèce de... Ouais, mais je me cache derrière le cabanon des toilettes pour faire mon bidule, tu vois. Et moi, j'adore chier en full squat. Et vraiment, le top du top, c'est si j'ai l'espace de retirer le pantalon, tu vois. Pour vraiment, comme ça, je suis super jambes écartées, machin. Moi, j'ai l'image d'un géant de 6 mètres, de 100 kilos, tout nu avec juste un t-shirt, full squat en train de déglinguer la plage. Ah non, mais tu fais ça super bien quand t'es comme ça. Ah, mais l'animal, quoi. Donc bref, tu vois, pour moi, je suis vraiment seul au monde derrière mes toilettes. C'est top du top. Je démoule un truc, je suis à 2 doigts de le prendre en photo et de l'envoyer. Tu vois, vraiment ce genre de 2 doigts-là. Et en fait, ce que j'avais pas vu de derrière le cabanon, c'était absolument exposé au petit chemin de plage où les couples de riches faisaient leur petite balade dominicale. Je me retourne, le côlon fumant, tu vois, et là, je vois genre 3 couples de vieux portugais, choc-barre, choqués, qui me regardent, genre en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce malade qui genre chie devant tout le monde, tu vois. Et je prolonge un peu mon regard sur la continuité de la côte, et là je vois ma meuf qui me regarde en mode il a osé, mais quel salopard. Et en fait, genre Hello peut avoir honte, et moi à chaque fois ça me fait rigoler parce que j'ai aucune honte, tu vois, genre. Mais tu sais, moi je peux avoir honte aussi d'actions que tu fais quand on est tous les deux, parce que tu t'en bats les couilles et je suis en mode, t'es sûr et tout. Ouais, non, bref, et du coup c'est terrible parce que j'ai mon chien Mojo qui respecte rien non plus, qui est en train de se balader partout. Il y a des écriteaux énormes, genre interdit aux chiens, tu vois. Vraiment, ouais, le chien il attaque les personnes âgées. Ces gens sont des salopards et ils méritent d'être enfermés. Tu vois, c'est à cause de ça qu'il y a la réputation de sale français dans le monde. C'est avec des actions coup de poing du genre. Littéralement, très, très dégueulasse, quoi. Voilà. Non, c'était mon caca le plus honteux, mais on s'était dit qu'on en parlait, mais je crois que c'était une mauvaise idée, cette rubrique. On va pas la garder pour les prochaines. Je suis désolé si on a pu choquer des gens. Au moins, c'est fait. Ouais, voilà. C'est plus à raconter. En conclusion de ces 2 anecdotes qui ont été extrêmement profitables, qui ont élevé notre âme d'une manière sans précédent, je pense qu'on peut dire qu'il faut avoir honte de rien du tout. Le caca est une chose naturelle. Également, ceux qui sont un peu plus toilettes, que ce soit sèche, enfin en fait tout ce qui a un trône pour s'asseoir, vous allez me faire tous le plaisir, ça va être vos petits devoirs de vacances là pendant que le podcast il est en train de sortir. Vous allez me chier dehors, vous enlevez votre fut, un petit full squat des familles, et vous revenez me dire en commentaire ce que vous pensez de cette technique. Si vous la pratiquez déjà au quotidien, peut-être que c'est même votre unique manière de déféquer, et mettez-le en commentaire. Mais c'est même pour le transit, d'un point de vue purement physiologique. Bien sûr, mec, mais l'alignement est meilleur. Je suis sûr que les toilettes ont été inventées très très tard dans l'humanité. Regarde les Turcs. Le principe des toilettes turques, exactement ça. Ouais, grave. Tu vois, c'est le carcan un peu de normes sociétales qui nous imposent de chier sur des... Mais bien sûr, voilà. Bon, vous l'avez compris,
essayez, soyez ouverts. Cette conclusion est trop longue, c'est conclu. Faire tout pour un pas d'oseille, voici notre job improbable, oh yeah. Et ça me fait penser à un autre sujet, parce que du coup, dans cette période-là, c'était bien avant YouTube et tout, et on a fait tellement de jobs improbables pour payer un loyer et de la nourriture. Je sais pas s'il y aurait un jour peut-être un podcast dédié, tellement on a fait des trucs différents qui partaient dans tous les sens. Mais on peut faire déjà une première esquisse de trucs qu'on a pu faire. Moi, j'avais souvenir, parce que c'était quand même très drôle, d'un job improbable que j'avais fait. Bon, c'était parcours et tout, et c'était pour Célio. On se dit, Célio, c'est quand même cool, surtout aujourd'hui, c'est connu. Mais c'était Célio India. Et le job, je te la fais courte de comment c'est arrivé. En fait, je pensais que c'était un scam au début. Argent déjà, combien? Les gens veulent savoir. Je t'ai payé 500 balles pour la journée. Okay. Ce qui est à l'époque, c'est une fortune. Pour moi, à l'époque, ça me faisait un mois et demi de loyer, de la nourriture compris. J'étais genre le roi du monde, tu vois. Non, pour une après-midi. 500 balles, c'est un tarif de freelance compétent. Oui. Mais à l'époque, quand tu faisais du parcours, t'étais payé gratuit, quoi. T'étais payé en visibilité, tu vois. T'étais roi du monde avec 500. Surtout nous, à l'époque, à Sergi, on était roi du monde avec 500. Ouais, c'est clair. Et déjà, le truc, je pensais que c'était un scam parce que c'était un gars qui m'avait contacté sur Facebook, déjà pour vous dire, à l'époque. Et c'était un Indien. Et un mec qui travaillait un peu dans une boîte de prod, mais c'était pas clair. Genre son Facebook, c'était vraiment un Facebook de daron de 40 ans, avec des photos avec ses enfants en Inde. Et j'étais en mode trop bizarre. Genre, il va m'amener vers des liens bizarres, et puis il va me demander de l'argent, et puis après, je vais tomber amoureux d'un faux profil. Et tu vois ce que je veux dire? L'engrenage de fou. Et mais je me pointe quand même au rendez-vous, et puis je vois que du coup, c'est pas trop du scam. Le truc, c'est qu'il y avait un gars qui filmait et une meuf qui était un peu la styliste et qui me filait les vêtements pour faire les photos, donc des trucs Célio, tu vois. Attends, donc le rendez-vous, c'est direct le job? Ah, c'était direct le job, en mode rendez-vous, passerelle de Bercy, 14h lundi, tu vois, un truc comme ça. Et pof, ça bosse. Et pof. Et en vrai, c'était assez cool, c'était assez chill, et il me laissait assez libre sur les trucs à faire. Donc j'étais sur cette passerelle, on a déjà fait des vidéos où tu peux te suspendre au-dessus de la scène, j'avais fait des saltos et tout. In fine, il y avait eu une vidéo, ça j'étais pas au courant, moi à la base c'était vraiment faire des photos classiques, mannequin entre guillemets, de juste poser dans des endroits improbables comme on fait parfois, tu vois. Si t'as en tête les films Bollywood, et imagine ça encore plus amateur. Et c'était le clip de campagne de ce truc-là. Ouais. Donc c'était une musique électro horrible. Mais ils ont réussi à faire un truc Bollywood à Paris. Ouais. C'est balèze. Mais moins bien que Bollywood, tu vois. Genre Paris-Wood, tu vois. Paris-Wood, ok. Le gars finalement a tenu parole parce qu'en fait toute la journée se passe le job et moi j'ai un peu ce truc de à la fin il va pas me payer, c'est sûr, c'est trop bizarre, c'est trop amateur. C'est le mec réglo à la fin il me dit bon c'est bon et tout, on avait convenu 500 balles machin, il me paye. Et bon il y a pas de contrat, tu vois, c'était vraiment du black, tu vois. Mano. Et le mec me donne un billet de 500 €. Ah c'est drôle ça. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai un billet de 500, donc tu vois, billet violet, tu vois. Et je suis en mode c'est un faux billet, je me suis fait scam, tu sais, j'ai genre 19-20 ans, j'ose même pas dire quoi que ce soit, tu sais, à la limite s'il m'avait filé des billets de 100, j'aurais rien dit, mais là 500 c'était chelou, et je fais vas-y je vais le poser à la banque, mais à tout moment ils vont me dire t'es gentil avec ton billet de Monopoly, mais c'est pas un vrai, tu vois. Et je le pose, et finalement c'est ok, je suis bien crédité des 500 balles sur mon compte, même la banque me pose pas de questions. Alors je crois qu'aujourd'hui quand tu poses 500 balles, il faut des justifs et tout, ce que... j'ai vendu des tâches. Les billets de 500 ça marche plus. Et donc comme quoi finalement parfois des jobs qui peuvent paraître craignos, c'est pas toujours le cas. Après, pour le coup, faut faire gaffe. Même en termes de montage, toi, t'avais fait des trucs. Mec, moi, je faisais. Bresson. Je faisais genre, t'avais du travail pour moi, je le prends, mec. T'as du travail, je le prends. N'importe quel travail. Non, mec, il fallait. Il fallait trouver de quoi payer. Hein. Vivre, de quoi financer le peu de loyer qu'on payait. Qu'est-ce qu'on avait comme frais? Un KFC par semaine pour la prise de masse. Non mais mec, à l'époque de Sergi, les frais étaient réduits. Genre le loyer, je crois qu'on payait par... APL échelon max. Ouais, déjà APL au max, donc je crois que c'est 210 balles. Donc le loyer nous revenait à 180 € par personne, parce que c'est une coloc de 4. Je payais plus de crédit moto que de loyer. Que de loyer, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Mais du coup en loyer, je crois qu'on avait 180 par mois. La bouffe, j'en reparlerai, mais la bouffe était très peu chère pour une raison illégale, et du coup ça me coûtait... 80 € par mois, tu vois. On vivait avec 300 balles, quoi. Et ouais, c'est ça. L'abonnement à l'escalade était gratuit en échange de vidéos, donc ça, c'était extraordinaire. C'était magique. En fait, on y passait notre vie, on pouvait même se doucher, faire des saunas là-bas. Ouais, oh putain, les saunas, mec. Incroyable. Il y avait peut-être un café qui était offert de temps en temps, donc on était vraiment... Ouais, parce que du coup, on était potes avec les mecs de l'accueil. Donc on était vraiment roi du monde, quoi. Et donc, bref, pour financer ces entraînements et ces périodes créatives, on était tous en coloc à Sergi, ce qui était créativement incroyable. Et c'est quand même une période qui nous a permis de beaucoup se développer. Le fait d'avoir du temps, c'était aussi...
se former sur des métiers qui n'existaient pas, t'es un peu d'After Effects pour faire des effets spéciaux, du montage. Ouais, genre vu que c'était quand même, à l'époque, nous on a commencé, c'était il y avait eu la révolution du 5D. C'est la première fois qu'une caméra compacte filmée en 720p propre, donc du presque HD. Et du coup, toutes les écoles que tu pouvais faire de ciné, c'était pas la technologie du moment, c'était trop nouveau, trop récent. Ouais. Et donc nous, on arrive vraiment au début. Aujourd'hui, c'est classique d'avoir un appareil qui fait un peu tout. Et il y avait même des firmware pirates de caméra qui s'appelaient le Magic Lantern qui faisait en fait que tu avais accès à des fonctions qui sont genre aujourd'hui sur n'importe quel boîtier en vrai, genre le focus peaking, le RAW, le ProRes, le machin. Enfin, des fonctions qui paraissent normales aujourd'hui. Genre, étaient en mode, il faut les installer en mode, tu sais pas trop si ton appareil va exploser parce qu'il faut faire un truc avec la batterie. Ouais, en fait, il y avait un délire comme ça. le micro-logiciel interne était hacké grâce à une carte SD spéciale que tu mettais dans l'appareil. Et ça, en fait, c'est comme si tu boostais aux hormones ton appareil, tu avais beaucoup plus de fonctionnalités. Mais du coup, ça te faisait sauter ta garantie si jamais il y avait une panne. Et donc ça faisait peur parce que c'était quand même 2000 balles, je crois, un 5D, 3000 balles à l'époque. C'était une vraie fortune, tu vois. Il m'avait été offert par mon père qui le tenait d'un de ses potes qui avait voyagé avec autour du monde. Parce qu'en gros, mon père était photographe, donc c'était un peu genre un boîtier de secours qu'il avait. Donc il m'avait filé ça nous avait quand même pas mal, même très beaucoup aidé. Qui avait rendu l'âme au bout de 100 000 déclenchements, je sais plus combien. Il avait rendu l'âme en explo là, et fait un bruit bizarre quand je l'ai déclenché et puis plus jamais marché. En gros, tout ça pour dire que c'était l'époque un peu de la débrouille en termes de vidéo. Et donc nous, en fait, on avait besoin surtout de temps pour explorer créativement et donc qu'on avait très peu de pression financière en étant là-bas. C'était hyper cool, mais qu'il fallait quand même bosser de temps en temps. Donc qu'à vrai dire, moi j'étais prêt à faire n'importe quel taf et on avait fait pas mal de motion design aussi pour Hypermost d'ailleurs. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça. Donc c'est un music producer adorable qui produit toujours maintenant et qui en avait beaucoup bossé. Donc, pendant une période, c'était lui qui finançait Hit the Road, quoi. Parce que 80% de nos jobs, c'était grâce à lui. Des pochettes d'albums, des clips, des animations, des trucs pour ses réseaux sociaux. Il y a des trucs jolis à montrer, en termes de musique ou même un truc que je t'enverrai. Même de réal aussi, des clips où il était avec ses icos là, avec les guitaristes et tout. C'était très cool. Donc en fait, en vrai, sans Hypermost, je suis pas sûr qu'il y ait Hit the Road aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il nous a ça tient un peu de gens finalement cette histoire, cette aventure. Non, carrément, parce que tu vois, il nous a clairement financé une grosse partie de. Enfin, on travaillait pour lui, c'était pas du mécénat. Parce que pour faire l'aparté, peut-être ça peut vous donner des idées qui écoutez ce podcast, où en fait quand tu débutes de ta vie d'adulte, donc quand tu as 18 ans et un petit peu plus, c'est là où en fait tu construis un peu aussi ton univers créatif, c'est là que tu fais tes dents sur tes premières créations. Et il y a un peu deux écoles, c'est soit tu as un taf alimentaire classique pour payer ton loyer, tes charges, et du coup sur le peu de temps libre que tu as le soir, le week-end, tu travailles un peu tes vidéos, je sais pas moi, tes montages, tout l'univers créatif. Soit tu all-in. Soit tu all-in et tu fais que ça, mais du coup tu as très peu de taf, et puis vu que t'es pas très bon au début, tu payes, t'es pas payé très cher. En même temps, tu arrives plus vite à tes fins aussi. Tu vois, quelque part. En fait, c'est plus dur de réussir et d'en vivre. Il y a plein de trucs où t'es obligé de tout quitter pour faire ton bidule. Ouais, non, bien sûr. Ça marche pas. Mais après. Mais je veux dire, nous, on a eu la chance de trouver, grappiller des petits tafs et de en plus pas être dépensier, ce qui fait qu'on a pu vivoter tout en faisant ce qu'on aimait, jusqu'à un jour être payé correctement, tu vois. Là où si on avait pris un taf alimentaire, on n'aurait jamais pu mettre autant d'heures dans des montages pour d'autres gens et pour nous-mêmes. Ce qui fait qu'on n'aurait jamais atteint ce niveau, si on peut parler de niveau créatif. Mais c'est ce que je te dis, c'est que j'avais l'impression que tu disais qu'on n'avait pas fait all-in, alors qu'en fait on avait fait all-in. Tu vois, mais même en faisant all-in, il y a quand même des moments où tu dois composer, faire du travail pour d'autres gens. Bien sûr. C'est ce que je veux dire. Oui. Mais déjà, ce qui est cool, c'est que ce travail pour d'autres gens reste dans ton univers. Donc même si c'est de l'alimentaire, tu fais quand même des trucs cool, tu t'apprends à faire un peu du montage pour d'autres gens. Ouais, et j'ai envie de même dire un truc, c'est que je déteste les gens qui disent, j'ai presque envie de te dire, et je viens de le faire, je m'excuse. Non, ce que je voulais vous partager, c'est que c'est super important de, même si c'est un truc genre pas passion ou c'est pas le job de tes rêves ou machin, c'est super important de toujours rendre la même qualité, genre faire toujours le mieux que tu peux, tu vois, et apporter encore davantage au client que ce qu'il aurait espéré, tu vois. Et il y a qu'en laissant une super impression de toi-même et de ton travail à chaque fois que tu bosses,
que tu vas pouvoir être recommandé, machin. Et en fait, c'est dur parce que tu dois à chaque fois donner le meilleur de toi-même. C'est du coup aussi une discipline à s'imposer. Et finalement, t'apprends, tu vois, à toujours être un peu dans cet état d'esprit. Tu sais, c'est le karma, l'univers, tu vois, les chakras. Je rigole. Tiens, on va en revenir parce que je crois qu'on a digressé de ouf. Mais donc, en gros, on a fait pas mal de motion design pour Hypermost. Ouais. Du coup, on a une grosse banque de trucs à montrer. Et en fait, par le jeu des connexions, on en vient à bosser avec Universal au début. Universal et Warner Music qui... Dit comme ça, tu dis, putain, ouais, les mecs, dès le début de leur ils carrière... ont ses pairs, ouais, machin. Universal, non, tu vois. En fait, c'était du motion design obscur pour les réseaux sociaux de Kenji Girac. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Je vais mettre les lunettes parce que j'ai un peu honte. Non, je regarde. Non, moi, j'ai honte de rien. Et même ce truc-là, j'ai kiffé le faire. Ouais. Parce que même si peut-être que l'artiste n'était pas incroyablement... À ton goût. À mon goût, tu vois. Finalement, il y avait le petit défi technique de faire un truc intéressant et j'ai fait plein de pochettes d'albums déconstruites, animées, machin, pour d'autres clients aussi, enfin ce même client mais du coup en fait, pour d'autres artistes et c'était hyper intéressant. Ce que je trouve drôle avec tout ça, c'est que tu te dis, ouais, Universal, Kenji Girac, c'est quand même des noms qui sont un minimum connus, enfin, je veux dire, c'est pas l'inconnu du coin. Et ça sous-traite aux deux mecs en calbut à Sergi. C'est payé au lance-pierre, je sais plus comment c'était payé, mais c'était vraiment par rapport au temps de travail et aux compétences, c'était payé vraiment une misère. Bon, nous, ça nous allait, de toute façon, on était très contents d'être payés, tu vois. Mais c'était quand même payé une grosse misère et t'es en mode, ah ouais, même des majors et des gens qui ont v'là les thunes. C'est vrai que ça gérait un budget serré, quoi, mais ça grattait un peu, quoi. Mais budget serré parce que pas le budget ou parce que l'intermédiaire s'est gavé, tu vois, c'est ça la question. Oh non, c'était en direct, mais non, je pense qu'ils avaient le budget qu'ils avaient, mais je pense que la musique, les majors gavés, ça existe plus trop, quoi, tu vois, les cartes ont été un peu redistribuées avec... je suis plus dedans, donc je pourrais plus pas vous faire des leçons de cigare. Non, mais tu sais, moi, à mon époque. Les cartes ont été redistribuées, je pense que... Alors, digital, de toute façon, ça a tout baisé, dans tous les cas. Quand j'y repense, il y avait tellement de jobs improbables ou même des trucs... Ah putain, ouais, est-ce qu'on a le temps de parler d'un job où on s'est bien fait baiser la gueule? Wow. Tu nous fais des minutes du sale ou quoi? Ah ouais, bah j'en profite. En fait, c'est des trucs qui se racontent pas ailleurs, tu vois. Fais gaffe non plus, parce que... Non, mais c'est un truc qui n'existe plus aujourd'hui. L'idée, c'est pas rendre... Un truc qui n'existe plus aujourd'hui pour lequel on a travaillé? On a travaillé pour un certain magazine, on a posé dedans. C'est pas grave, il y a du montage. Au pire, si c'est trop nul, on coupera. Mais ouais, on a travaillé pour un certain magazine pour faire des photos et tout. Et d'une, ils nous ont payé une misère. Et de deux, ils nous ont arnaqué sur des trucs de TVA soi-disant. Ah, je pensais qu'on parlait TTC. Bon, en gros, gratter 20% sur notre tarif. Et nous, innocents tels qu'on l'était à cette époque-là, on n'y connaissait rien à la fiscalité. C'était un magazine de charme, le Lui Magazine. Mais c'est pas vraiment un magazine de charme, c'est le principe c'est un peu en mode Playboy, quoi. Ouais, en gros, le principe de ce magazine, c'est qu'il postait toujours en première couverture une femme, les seins à l'air, et souvent c'était une femme connue, genre c'était une actrice connue du moment. Ouais, d'accord. Donc c'était le côté un peu, putain, ouais, genre, je sais pas, ça aurait pu être Marion Cotillard, les seins à l'air, j'en sais rien. Ouais, d'accord. Une personnalité que t'as pas l'habitude de voir. De voir dans ce genre de truc. C'était Beck BD qui était directeur ou propriétaire, ou je sais plus. Machin. Bon, bref, je vais pas faire tout l'historique, mais il y a une connaissance, on a été recommandé dans ce truc-là, et ils voulaient faire une... En gros, eux, ils étaient payés par des marques, parfois souvent même de luxe, pour faire des photos un peu cool. Donc c'était des espaces publicitaires un peu créatifs. Le photographe Michel Sedan était adorable. Ouais, pour photographe principal. C'était vraiment charmé. Non, ouais, c'était juste... L'idée, c'est qu'ils ont pris 4 gars du parcours, parce qu'à ce moment-là, c'était le truc un peu en vogue, encore nouveau, mais quand même en vogue. Et c'était de faire, en fait, comme on fait aujourd'hui, des photos, genre pas forcément un mec en plein jump, mais un mec assis ou debout à un endroit où t'es pas censé le retrouver. Lifestyle. Et on était avec des vêtements un peu luxe, des marques un peu cool. Notamment la fameuse anecdote de j'avais une veste Louis Vuitton à 2000 balles. Et il m'avait fait sauter du haut d'un toit un peu haut. Et en faisant ma roulade, j'ai déchiré tout l'arrière parce que c'était de la qualité trop fine de merde. Ouais. Et j'ai déchiré tout Louis Vuitton à 2000 balles. Ils étaient en mode, oh, c'est pas grave, ils l'ont jeté dans le camion. Et moi, j'étais en mode, ah putain, je vais devoir le rembourser toute ma vie. Eux s'en battent les couilles parce qu'ils font ça tout à la le temps, chaîne, je pense. Ouais. Mais c'est vrai que pour nous, déjà une sape à 2000 balles, on était en mode, mais vends-moi ça, va mettre des vrais vêtements. Et... Genre, moi, mon jogging, il m'a coûté 10 € et ça fait 8 ans que je le mets parce que j'ai pas les moyens de me racheter autre chose, tu vois. Mais
mais parce que ça n'a pas de sens non plus. Bah, après, c'est chacun sa passion, hein, mais la journée était vraiment cool. L'expérience était super cool, l'équipe était super cool, et en fait, ils avaient essayé de grappiller les sous à la fin, mais pas eux, l'équipe quoi, tu vois. La prod, quoi. En mode, parce qu'en fait, on était en auto-entreprise. Il y avait un délire de le TTC était le hors-taxe, en fait. On était auto-entrepreneur, c'est ça. donc on ne facture pas la TVA, parce que les auto-entrepreneurs ne sont pas assujettis à la TVA. Donc le taux hors-taxe et le taux TTC. C'était ça l'arnaque, mais personne ne fait ça, et vous vous faites pas avoir. En gros, dans le milieu professionnel, tout le monde parle en hors-taxe, et si t'as annoncé un prix, t'as sûrement pas annoncé un prix TTC qui comprend la TVA, puisque dans tous les cas, tu te mets d'accord sur un hors-taxe, parce que la TVA, tout le monde la récupère, et en plus, elle est variable en fonction de ton secteur d'activité. De ton régime de facturation. Ta TVA aussi, à 20%, 5, 10. T'en as ou peut-être pas. Et donc, ils nous l'avaient fait à l'envers en mode mais c'était pas TTC. Genre, on récupère pas 20% sur le montant annoncé. Le montant annoncé qui était de 1 000 € pour 4. Ouais, 250 € chacun, je me rappelle. Toute la déterre d'aller faire le singe partout et se lever hyper tôt le matin, c'était du coup 200 € chacun, tu vois. Ce qui, dans le cadre d'un shoot comme ça, en fait, est genre juste scandaleux. Non, mais c'était 200 € et surtout que le shoot, c'était sur 2 ou 3 jours. On avait fait la première journée entièrement à la Défense. Il devait y avoir mec. On s'est fait dépouiller, mais on était hyper contents de le faire. Ouais, parce que c'était en mode, c'était un peu prestigieux à ce moment-là, ce magazine, donc on s'est dit ça va peut-être ouvrir des portes. Et puis il y a un moment aussi où on n'avait pas de taf à ce moment-là, et il fallait payer un loyer, tu vois. Donc, Mais du coup, ça, moi je trouve ça pas cool. Et tu vois, nous c'est vraiment un truc qu'on a toujours évité de faire. On a toujours fait en sorte de payer correctement les gens avec qui on travaillait, tu vois. Parce qu'on a l'expérience de. On s'est tellement fait enculer que. Mais en plus, tu t'en rends même pas compte au début que tu te fais enculer parce que t'as pas la possibilité de faire autre chose. T'es investi dans les gens avec qui tu travailles, tu vois. Ils vont peut-être pouvoir acheter de meilleurs matos, c'est comme ça la prochaine fois qu'ils travaillent avec toi, c'est vertueux comme cercle. C'est clair. Donc bref, tiens, c'est une bonne leçon ça. Investissez sur vos collaborateurs. Non, mais c'est important, Mais... Payez correctement les gens. Mais ce job, en fait, ça me rend. Quand j'y repense avec le recul, c'était vraiment, je crois que c'était 3 ou 4 jours de tournage. Plus on raconte, plus tu te rends compte que t'as le somme. C'est hyper drôle. Non, mais au final, je m'en fous, tu vois. Là, on est là aujourd'hui, leur magazine n'existe plus, c'est qu'il y a une justice, tu vois. Nous, on est là, voilà, on est là dans la caisse, dans la Benz. Mais non, en fait, moi, ce qui me rend ouf, c'est qu'ils savaient très bien qu'on avait 19-20 ans. Joey Star me suit sur Instagram. Il faut qu'on fasse un K-plan avec Joey Star dans la Benz. Je pense pas que ça arrivera, mais c'est vrai que c'est improbable qu'ils te suivent sur Instagram. Mec, il y a Joey Star de Funk Hero, un truc comme ça, qui me suit. Je clique et c'est le vrai. Le vrai Joey Star. C'est pas incroyable, ça? Non, c'est stylé. Mais du coup, le fait qu'ils savent très bien que t'es à 18-20 ans, que t'es en début de carrière, que tu galères et tout, et puis surtout que pour eux, voler 4 fois 50 €, c'est rien. C'est même pas le prix de leur abonnement internet d'entreprise, tu vois. Et sauf que nous, c'est toute la différence. Et c'est ça qui me rend ouf. Bien sûr. C'est aller grappiller 200 balles à des gens qui galèrent, alors que à l'échelle de leur entreprise, je vois nous à notre échelle 200 balles, tu peux te dire bon vas-y je le file au gars si ça lui fait plaisir, c'est cool. Et nous on n'est rien, eux c'était genre un magazine tiré en plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Mais c'est scandaleux. C'est un truc de ouf quoi, c'est un truc de ouf. C'est scandaleux. Sans transition. Bon ma couille, moi j'ai une question à te poser. C'est quoi ton souhait le plus cher dans la vie? Vaste question. Pas le plus cher de manière pécuniaire, mais tu m'as compris. C'est Malambo, c'est vraiment. C'est mon souhait le plus cher. J'aimerais bien avoir une Aventador je sais pas, c'est la seule voiture que je connais grâce à la boiserie GMK. Et je vais dire GMK. GMK. Mon souhait le plus cher, je sais pas, c'est tellement vaste. Là, un peu la lubie du moment que j'ai, c'est trouver mon terrain à acheter au Portugal. Faire ma maison, mon check-in, Et non, c'est trouver mon terrain avec les petites ruines là, reconstruire la maison propre, avoir son petit potager. Enfin, en gros, j'en ai marre de payer un loyer à quelqu'un qui utilise mon argent et qui est même pas dans le Portugal, tu vois. Posséder ta terre. Ouais. Ok. Ouais, de la terre. Mais non, t'as ton chez toi, le crédit que tu rembourses, tu sais que c'est l'investissement dans ton truc qui t'appartient. Ouais, c'est sûr. Pouvoir faire tes travaux, casser les murs si t'as envie, pas être en mode j'ai ri un truc, ma caution va sauter. Tu veux casser les murs? Ouais. Moi je veux casser la baraque, mec. Et toi alors? À part un Range Rover. Ça, j'avoue, c'est cher, hein. Non, c'est mon souhait le plus cher. J'adore, c'est trop bien comme question. Non, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir dans la vie? Posséder, parce que tu vois, tu peux aussi pas quelque chose de. Ça peut être un souhait, tu vois, juste, juste une être volonté. Moins gros, peut-être. C'est le message caché de ouf. Non, on s'en fiche d'être gros. D'ailleurs, on fera un podcast là-dessus, il faut s'en ficher d'être gros. Non, mec, mon souhait le plus cher, que tout le monde aille bien, mec. Que
C'est un peu cliché ça. Non, mais non, c'est vrai, mais que tous mes La santé. proches. Non, vrai que tous mes proches aillent bien. Ah oui, c'est sûr. Physiquement, Mentalement, mentalement, tout le monde est prêt. tout le monde est là. Non, ouais, je pense que c'est ça mon souhait le plus cher. Après, s'il faut vraiment parler d'un objet, Une compétence. j'aimerais bien avoir une maison à moi un jour quand même, ce serait pas mal plutôt que comme toi. Enfin, de la même manière, je paye un loyer, donc ce serait pas mal d'avoir un bout de quelques murs qu'on possède. C'est vrai que ça doit être sympa d'avoir un endroit physique qui t'appartient, tu vois, parce que là on est toujours un peu dans le mouvement. Tu sais, j'en ai des rêves facilement atteignables. Tu vois, genre là, j'aimerais bien acheter un petit camion, tu vois, pour mettre mes petites motos. Et pour que ce soit plus facile sur les petites compétitions d'enduro, ce serait sympa ça. Pas louer des utilitaires que tu dois aller chercher à 8 heures. Ouais, mais d'ailleurs, je vais devoir vendre une bécane. Là, ma bécane de route, je vais sûrement devoir m'en séparer parce que j'ai pas le temps de la. Si vous êtes intéressé. J'ai pas le temps de la rouler. C'est une 1290 Super Adventure. Faut juste que je fasse un projet avec et après, je devrais malheureusement m'en séparer. Mais faut quand même que je finisse ce projet parce qu'il va être sacrément cool et que j'ai sacrément bossé sur cette moto. Ça me fait trop chier. Mais bon, ça, c'est la vie. Là, je voulais pas annoncer ça maintenant, mais bon, comme ça, c'est dit. Et ouais, non, juste pour rebondir sur les big goals, effectivement, j'ai l'impression que les gens qui ont soit des fameux big goals ou des fantasmes et tout, j'ai l'impression que mentalement, ils se sont conditionnés au fait que ce soit irréalisable, impossible, tu vois. Et moi, j'ai jamais eu de fantasme ou de rêve ultime parce que j'ai essayé plus ou moins d'y arriver ou de m'en rapprocher le plus proche. Tu sais, ça a toujours été le processus dans notre vie, tu vois. On s'est dit, un jour, notre rêve, ce serait de pouvoir vivre du parcours, des vidéos et tout. Et petit à petit, tu vois, on a réussi à faire ça. Et c'est un peu tous les projets, tu vois. Rêver accessible, ça te rend vachement heureux parce que tu rêves de trucs qui sont pas non plus inatteignables. Ouais. Tu vois. Mais après, faut pas non plus tomber dans la fausse modestie et du coup, intrinsèquement se limiter. Se mettre des petits rêves, tu veux dire. Ouais, tu vois, c'est bien de temps en temps. Après, je pense que ça dépend aussi de l'âge. Genre, si on s'était pas dit, vas-y, on all-in, comme on disait au début, sur essayer de vivre de notre passion, si on l'avait pas fait à 20 ans où t'as pas de contraintes, t'as pas de famille, t'as pas de crédit, t'as pas de gens c'est facile à dire, dont tu dois t'occuper, c'est peut-être plus facile, tu vois. Ah, bien sûr. Mais moi, c'est marrant parce que j'y ai pensé il y a pas longtemps et je trouve qu'il y a plein de manières de all-in. Parce que par exemple, un des rêves, tu vois, c'était ses pairs à Los Angeles, mec. Oui, c'est vrai que pendant un moment, tu t'étais dit, vas-y, on plaque tout, on va aux États-Unis. Mais tu vois, moi, les States. Il n'y avait pas eu l'Afrique du Sud pendant un moment? Si. Attends, ah oui, Cape Town, c'est ça la ville. En fait, moi, je voulais n'importe quel pays anglophone où j'avais l'impression que, tu vois, les gens étaient plus enthousiastes. En même temps, on était en région parisienne, donc en termes d'enthousiasme, on n'était pas au sommet, quoi. Je serais trop curieux de juste d'imaginer la vie parallèle qu'on a eu à Cape Town, mec. C'est ça, genre, peut-être un podcast dédié de se dire, vas-y, là, Imagine. On a l'âge qu'on a et ça fait 10 ans qu'on est à Cape Town, c'est quoi la vie qu'on a? Je pense que ça aurait été cool, j'ai aucun regret sur n'importe quoi, mais je pense qu'on, tu vois, en fait, donc en gros, ce que je voulais dire de base, c'est qu'il y a plein de manières de all-in. All-in, ton rêve, c'est d'être à Los Angeles. Bah, le all-in, c'est prendre un billet pour aller et genre essayer d'y aller, tu vois. Ouais, juste un aller, pas encore le retour. Alors que, tu vois, nous, la philosophie qu'on a, c'est genre all-in, mais smart, tu vois. Genre... trop smart. Non, mais... Putain, merde. Putain, je te déteste. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que t'as plein de manières de all-in. Oui, c'est pas qui tout double, c'est... Tu plaques pas tout, quoi. Tu grindes le truc jusqu'à arriver à ton goal, tu vois. C'est pas, comme tu dis, le tout pour le tout, tu vois, ou bon... il y avait des petits plans de secours, des petites, on va dire des bifurcations dans une vie tracée, voilà, tu vois, qui t'amènent quand même à certains objectifs. Exactement. Et non, il y a plein de manières de all-in. En fait, tout marche parce qu'il y a sûrement un futur parallèle où on aurait été à Cape Town, je sais pas où. Des pornstars à Los Angeles. Ah ouais, ça aurait été vachement bien également. Pas du tout. Mais... bref, je pense qu'on peut conclure cette digression un peu. Ouais, carrément. Je pense que ça fait une bonne heure qu'on est dans cette voiture Quéplan en bord de mer. Je sais pas si ça se voit. Si, je pense sur le plan de Paul, ça se voit. Ah ouais. Mais vous savez qu'on a la poussière du Sahara là, qui occupe la couche nuageuse. Et donc potentiellement, il va pleuvoir de la boue. Ça va être génial. Je suis curieux de voir ça. J'ai jamais vu non plus de la boue pleuvoir. Donc, est-ce qu'on se ferait pas notre petite reco? Parce que ce serait pas le moment mais si, bien sûr, les recos. C'est là. La reco, c'est la reco. Et en même temps, on peut rester simple. Tu sais, genre juste dire, bon, c'est la reco. Voilà, la reco. Mais cool, hein.
Et ben j'ai envie de commencer. Et ouais, parce qu'en fait, j'ai envie de recommander quelqu'un qui apparemment en ce moment, il nous recommande partout. Il parle de nous à tout le monde qui voit. C'est vrai. C'est le grand JD. Grosse dédicace au JD. Salut mon copain. Non, ouais. Et apparemment, tu parles de nous à tout le monde. Dès que t'es en interview, tu parles de nous. Donc on s'est dit, il faut quand même qu'on parle de toi. Bah écoute, moi, je nous souhaite que cette année 2024 soit celle de l'aventure partagée ensemble. On a quelques petites idées. Parlons de ça, genre, je pense que sur notre chaîne, les gens nous recommandent pas souvent de faire des feats, mais j'ai pas envie de dire le feat principal, j'ai envie de dire l'unique feat. À quand la vidéo avec l'unique feat qu'on nous dit, c'est à quand la vidéo avec le grand JD. Est-ce que ce serait pas la seule personne compatible avec nous sur la plateforme? Ouais, peut-être. Ouais. En fait, c'est l'amour de notre vie, tu vois, la chaîne YouTube destinée, tu vois. Ouais. Non, pour le coup, ça fait peut-être vous le savez pas, vous qui nous suivez, mais ça fait des années qu'on parle et qu'on parle de ce feat, mais c'est juste que comme lui, comme nous, c'est la même règle qu'on a, c'est on fait un projet quand vraiment on a envie de le faire, qui nous fait kiffer. On fait pas un feat pour faire un feat. Bien sûr, c'est pas all-in Pornstar à Cape Town. C'est tu vois, smart. Si ça prend 3 ans à mûrir l'idée, bah ça prendra 3 ans et ce sera d'autant plus plaisant à réaliser ensemble. Tu vois, Julien, je pense que c'est un des gars que je suis depuis le plus longtemps sur YouTube, de manière assidue, et puis même en termes d'ancienneté. Ouais. Genre moi, je le suivais... Alors, peut-être parmi vous, il y a des ultra anciens qui le suivaient à ses tout débuts. Putain, je crois que j'ai oublié le blaze, mais il avait un putain de cafard. J'ai envie de dire Sanders ou un nom comme ça. Et il y avait eu toute une série avec son espèce de cafard aussi, des escargots. Il avait envoyé son cafard dans une fusée artisanale envoyée. Enfin, il y avait toute une histoire. Il avait fait un clip vidéo avec Norman et Kemar sur le jeu StarCraft 2. Toute cette période, et ça, je crois que c'est 2012-2013, il me semble. Tu vas rêver de la nostalgie chez des gens et de l'incompréhension chez d'autres. Genre, bon, il a eu cette carrière un jour. Mais ouais, non, fou. Ouais, bah... Du coup, grand JD, on vous recommande cette chaîne. Vous connaissez sûrement, mais ceux qui connaissent pas, de l'urbex, de l'exploration, beaucoup de vidéos aussi sur le paranormal, sur les extraterrestres, sur les lieux hantés, les châteaux hantés, les forêts hantées. Et fun fact, première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Kiev en Ukraine. C'était hyper chouette. On s'était pas rencontrés à Paris avant? Non, c'était à Kiev directement? Kiev, puis Paris, ou peut-être Paris, puis Kiev, mec, trop international, tu vois, trop de voyages. Mais on s'était fait un géorgien à Kiev qui était très très bon. Et le point commun de nos rencontres, c'est quand même le poulet. Ouais. C'est à chaque fois, on arrive quand même à partager une petite cuisse de poulet. On mange toujours du poulet quand on est avec Julien, je sais pas pourquoi. Exactement. Du coup, notre emoji préféré, c'est une cuisse de poulet. La convoitade, d'ailleurs, c'est une cuisse de poulet en emoji. Maman Marocco, je vais rester du YouTube encore une fois. Un gars qui s'appelle Marcellarium, un mix de Marcel et de terrarium ou aquarium. C'est un mec du potager, lui. Pas vraiment, mais un peu dans cette vibe. En gros, moi, je l'ai découvert, je vais pas faire l'ancien, je l'ai découvert il y a littéralement 3 mois pour sa première vidéo sur sa chaîne YouTube, où je l'ai eu en recommandation. Je vois une vidéo pop, le titre m'a intrigué. La vidéo, elle avait genre 300 vues et j'ai cliqué, tu vois, je me suis laissé surprendre. Et donc en fait, à la base, il est plutôt suivi sur Instagram. Et donc en fait, il a un shop de plantes rares, donc il vend des boutures ou ce genre de choses, de plantes un peu exotiques, tu vois, que tu trouves pas partout. Okay, ouais. Genre le genre de bouture à 100 balles, tu vois, où tu te dis... Une bouture, c'est un petit bout de quelque chose que tu plantes. Ouais, c'est un petit bout de la plante avec déjà des racines et tu le plantes et elle va pousser. Enfin, c'est pas une graine, c'est je suis néophyte en potager. C'est le stade d'après la graine où la plante a déjà un peu vécu et elle est issue d'une autre plante. Enfin bref. Ok. Et donc je crois qu'à la base il a un shop, il vend ça, et il est suivi sur Instagram pour le côté un peu plante, bouture, et aussi je crois qu'il a des piranhas ou des trucs un peu exotiques dans ce délire. Ouais. Et donc il a lancé sa chaîne YouTube et qui cartonne de ouf, hein. Ses vidéos elles sont à 2, 3, 400 000 vues, etc. Ça marche vraiment bien, c'est très bien fait. Et donc il vit, de ce que je comprends, plus ou moins dans les Pyrénées, dans un endroit magnifique avec des montagnes, une immense forêt, donc un peu ce que je kifferais avoir, tu vois, comme terrain. Son projet du moment sur YouTube, parce qu'il a genre 5-6 vidéos sorties maximum, et il construit une cabane dans les arbres, donc une cabane vraiment dans des arbres en hauteur, mais une cabane XXL sur 2 étages, une quinzaine, vingtaine de mètres carrés d'emprise au sol, je crois. Okay. Et donc c'est toutes les étapes. Donc au début, il a juste fait le sol, les murs et tout. Là, il a fini d'isoler l'intérieur. Il a son toit, il a ses 2 étages. Et je crois que la prochaine vidéo, c'est ou dans 2 vidéos, ce sera le reveal final de la cabane terminée, où il y aura carrément un lit, une petite kitchenette. Enfin, c'est genre le kiff d'enfant d'une cabane, mais une cabane genre t'es un adulte et t'as fait une vraie maison viable dans les arbres, tu vois. C'est cool. Moi, je respecte de ouf, parce que tu vois, bon là, je suis en loc, c'est sûrement pour ça, mais j'ai la flemme de bricoler, tu vois. Vraiment, tout ce qui a pas genre un moteur et 2 roues, j'ai vraiment la flemme de bricoler. Moi j'adore. Alors qu'un moteur et 2 roues, ça me gonfle, mais je sais pas, construire sa petite cabane, faire son aménagement d'intérieur, je kiffe. Et ouais, on a fait le tour de tous nos sujets. Je pense, mec, qu'on arrive à la fin de ce podcast. From caca to arnaque par les majors. Quelque chose, to being a porn star in Cape Town, mec.
Ouais, c'est clair. Non, ok, bah écoutez les amis, Encore prenez un plaisir, ouais, bien d'être, soin de vous, tous c'était les deux. chouette. J'espère que ça vous a plu, que ça a occupé un trajet en voiture, à la salle Une de spa, balade, un ouais. jogging, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Moi, les podcasts, je les regarde en cuisinant ou en faisant le ménage. C'est mon petit plaisir, tu vois. Moi, je les écoute en conduisant, beaucoup. Parce que je suis chauffeur-livreur. En parallèle de YouTube. Ah ouais, il faut trouver les moyens de subsistance là, parce que clairement, si vous n'êtes pas tous en train de vous abonner, demain on va faire une boutique. Hein. C'est clair. Le mec qui prend par la corde sensible. Bon, allez, prenez bien soin de vous. Vous 5 savez retrouver étoiles. le podcast. Toujours Ouais, 5 étoiles, exactement. Spotify, Apple, Deezer, etc. Sur YouTube à retrouver. Ce lundi, ce sera pas jeudi la vidéo, ce sera ce lundi qui arrive quand le podcast est sorti. Vidéo spéciale, ne la ratez pas, 18h lundi, je pense, ce sera le créneau. Et puis voilà, on vous fait plein de bisous. À le mois prochain pour un invité de marque, monsieur Antoine Méo, pilote Allez. d'exception, moto, enduro, Dakar, etc. Il est déjà tourné, c'est pour ça qu'on peut vous annoncer à l'avance. Et puis le mois d'après, on refera un seulement entre couillasses. Ça va être le sous-titre du podcast. Qui est plan entre couilles. Bref, prenez Allez. bien soin de vous, plein de Bisous bisous. mes couillasses. Ciao. Ciao.